Des espions ont accéléré le cours de l'histoire. Il en est un Russe, nom de code Farwell. Dans les années 80, il a contribué à précipiter le démantèlement du rideau de fer qui coupait l'Europe en deux. La chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. Et finalement, l'écroulement du communisme soviétique. Trajectoire d'une taupe hors du commun, ne serait-ce que par la quantité de documents secrets qu'il a fournis à l'Ouest. Ce qui a fait dire au président américain Reagan que Farwell était l'affaire d'espionnage du siècle. Sombre destin d'un officier du renseignement qui a berné le tout-puissant KGB. Son histoire dévoile la somme de frustration, de calcul, de petitesse et de courage, de lâcheté et de violence qu'il y a derrière une trahison. C'était au temps de la guerre froide. Le Kremlin exhalait une haleine glaciale. Pendant 40 ans, de la guerre de Corée à la chute du mur de Berlin, la menace de guerre était une réalité quotidienne, tantôt sourde, tantôt vive. Les crises se succédaient. Berlin, Budapest, Prague, l'Afghanistan. La course aux armements battait son plein. L'équilibre de la terreur menaçait l'espèce humaine. Ces hommes faisaient peur. Il était l'un des derniers survivants de cette période, le dernier grand patron du KGB. Et aussi l'un des auteurs du coup d'État raté contre Gorbatchev en 91. Jusqu'à son décès en 2007, ses convictions n'avaient pas varié. Impossible d'imaginer que notre pays ait pu aspirer à la guerre. Jamais l'Union soviétique n'a commencé la guerre froide. C'est l'Occident qui a commencé la guerre froide. Si nous l'avons perdue, c'est parce que notre pays a été trahi de l'intérieur par des traîtres. Voici l'histoire du plus dévastateur de ces traîtres. Vladimir Vetrov a été condamné à mort pour haute trahison. Dans quelques jours, il sera exécuté. Ce film est basé sur des faits réels, avérés. Les propos du prisonnier sont tels qu'ils ont été rapportés par ses proches, par les acteurs et par les témoins de cette affaire. J'ai pas trahi mon pays. Je suis russe, j'aime ma patrie. Je m'en suis pris à un système nuisible qui a fait main basse sur l'Union soviétique. Vladimir Vetrov est né en 1932, de villageois méritants auxquels on a attribué une pièce dans un appartement bourgeois moscovite. À plusieurs familles par étage, avec cuisine et salle de bain commune. Ce fils du peuple est choyé par le régime stalinien. Il réussit dans 3 secteurs symboliques de l'homme nouveau. Le sport, la technique, le renseignement. Il est champion junior du RSS de sprint. Il rencontre une jeune athlète, Svetlana, qui deviendra sa femme. Vladimir est admis dans l'école d'ingénieurs la plus prestigieuse de Moscou. Il se spécialise dans l'électronique. Au bout de 5 années de brillantes études,
L'étudiant, étendard des lendemains qui chantent au même titre que le soudeur ou le mécanicien, le métallo ou la glaneuse de blé, obtient un poste d'ingénieur dans une usine de machines à calculer. C'était pas un poste intéressant. À la sortie de l'école, des nuls avaient obtenu les bonnes places parce que leurs parents avaient des relations. Ça m'avait choqué, mais bon. À l'époque, je croyais au communisme. Alors, quand le KGB a lancé une campagne de recrutement, j'ai pas hésité. Faire du renseignement, je trouvais ça excitant. Aller dans des pays capitalistes, chez le diable, on en rêvait tous. Et puis, le KGB, c'était l'élite. Il suit une longue formation dans les écoles du KGB. Il apprend l'anglais et le français. Et toutes les techniques liées à l'espionnage. Le voilà devenu parfait apprenti espion. En 1965, il est intégré au ministère du Commerce extérieur. Avec cette couverture, il est envoyé en France afin d'y faire l'espion. Les Vetrov vivent à la représentation commerciale soviétique, tout juste à côté de chez Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances. Ce qui m'a plu à Paris, tout. Le confort, la liberté d'aller où vous voulez, de faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez. Giscard habitait juste à côté de chez nous. Quand il allait au ministère, il prenait sa voiture. Il y allait tout seul. Inimaginable à Moscou. Derrière ces murs, Vetrov se révèle un agent actif et doué pour le renseignement. Il est de toutes les visites d'usines et de labos. Il sait établir des contacts. Il a recruté des agents qu'il rencontre dans des arrière-salles de bistrot, dont un ingénieur de Thomson qui travaille sur les fusées et les missiles nucléaires français et qui, plus tard, livrera au KGB les secrets d'Ariane. L'officier du KGB est vite repéré et fiché par le contre-espionnage français, la DST. La direction de la surveillance du territoire le file d'autant mieux qu'il se lie à un homme qui va jouer un rôle capital, Jacques Prévost, responsable des ventes en URSS du groupe électronique Thomson CSF. Or, Prévost, comme beaucoup d'hommes d'affaires commerçant avec l'Union soviétique, est en même temps un informateur régulier de la DST. En tant que représentant du commerce soviétique en France, Vetrov se devait d'entretenir des relations d'affaires avec un homme comme Prévost. En fait, il les cultivait avec grand soin. Avec Prévost, les Vetrov mènent grand train et font la tournée des Grands-Ducs. Et puis on est allé visiter les châteaux de la Loire, la Côte d'Azur, la grande vie, quoi. Svetlana et moi, on faisait du business aussi. Partout dans le monde, les diplomates soviétiques et même les ambassadeurs achetaient du whisky, des blue jeans par caisse entière, des tapis pour en donner aux camarades du comité central. Eh bien, nous, on achetait des chénifis, des machines à laver, des sèche-cheveux. On les revendait aux Russes, mais on ne donnait pas gratuitement au chef du parti. On aurait dû. Mais je travaillais bien, ça marchait pour moi. Puis un jour, grosse bêtise. Cette bêtise va décider de l'avenir de Vetrov. Elle réside moins dans son alcoolisme, cette nuit-là débridée, que dans le fait qu'il conduisait une voiture empruntée en douce à son ambassade, immatriculée corps diplomatique. Un homme peut le sauver, Jacques Prévost. Lui seul peut organiser des réparations d'urgence et faire régler la facture par sa compagnie.
Vetrov appelle Prévost et le sort du lit à 5 heures du matin. Je saute dans ma voiture, je me précipite et je trouve Vetrov pleurnichant à côté. Il fallait la rendre à l'ambassade en bon état. S'il ne le faisait pas, c'était non seulement sa carrière qui était en cause, mais peut-être même sa vie. Hein? Il aurait pu être envoyé au goulag ou je ne sais où. Enfin, c'était fini pour lui. Bon, alors, j'ai pu me débrouiller pour faire réparer la voiture. Frais de la compagnie, bien sûr. Ça a coûté une petite fortune, mais il a récupéré sa voiture en 48 heures, apparemment remise en état. 2 jours après, il est venu à mon bureau pour me dire « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie, tu as sauvé ma carrière. Je te jure qu'un jour ou l'autre, je te revaudrai ça. » Pour moi, c'était parole en l'air. Hein. En fait, tout est parti de là. Au bout de 5 ans, Vetrov doit rentrer à Moscou. On lui reproche de ne pas avoir assisté assidûment aux réunions du parti. Ces pleurnicheries donnent à Prévost l'impression qu'il serait mûr pour une défection, rester en Occident. Tu ne te rends pas compte, Svetlana était habituée à fréquenter des couturiers. Ici, on trouve du lait frais, on trouve des bananes, on trouve des oranges pour le petit Vladik. Là-bas, il n'y en aura pas. Je lui dis, écoute, si c'est ça, reste en France. On me dit, mais tu sais bien que c'est pas possible. S'il était resté à Paris, il y aurait eu un vrai danger pour sa famille. Il aurait pu être exilé, ça allait jusque-là. Et puis un jour, le jour du départ est arrivé. Alors il était venu à mon bureau. Là, il pleurait presque à chaudes larmes. Hein. C'est tout ce pays que je quitte, alors que j'aime beaucoup la France, j'ai beaucoup d'affection pour tout ce pays. Sur la fiche, j'avais fait écrire, en cas de demande de visa, en cas d'information supplémentaire, prière d'informer Raymond Hart. Et il est parti. Vetrov retrouve la Loubianka. C'est moins gai qu'à Paris. Mais le KGB lui donne un bel appartement à 2 pas de chez Brejnev. Il fait maintenant partie de la nomenclatura. Il a droit au luxe. Et Svetlana ne s'est pas privée de déballer leurs acquisitions parisiennes. Mais Vladimir est affecté à un ministère technique, où il n'a ni la promotion, ni le travail qu'il espérait. Revenir à Moscou, ça a été pénible. Quand vous revenez de l'Ouest, ils considèrent que vous étiez infecté. Alors, ils vous mettent en observation, dans un petit emploi de bureaucrate, en cure de désintoxication, quoi. Pourtant, à Paris, j'ai fait du bon boulot. J'ai recruté des agents qui ont servi à mes successeurs. Eux, ils ont obtenu des décorations. Moi, non. Vous savez, j'ai tout fait pour repartir. À cause d'un cafouillage interne, la DST lui a refusé le visa. Alors Vetrov a cherché à renouer avec Prévost. Par le bureau, il savait quand celui-ci venait à Moscou. Le téléphone sonne, une voix qui ne m'était pas inconnue me dit « Écoute, Jacques, je suis dans ton hôtel, viens me rejoindre. » Volodya ? Mais oui, tais-toi, viens, descends. S'il y a foule dans le hall, il dépasse d'une tête tout le monde, et je le repère. Alors, sans me regarder, il se dirige vers la sortie. Il s'installe au volant, et alors il fout dans sa poche, il sort son portefeuille, il en extrait une carte. Je déchiffre difficilement comité d'État pour la sécurité, donc le KGB. Et je suis lieutenant-colonel. Est-ce que tu acceptes d'être mon ami encore ? D'accord, pas de problème, on s'est serré la main. Je crois qu'on s'est même embrassé d'ailleurs. Et puis, si tu es libre, un peu inquiet, vous voyez, si tu es libre, je dis oui. Alors on va chez moi. On arrive chez lui, il y avait un milicien qui me laissait la garde, le milicien salue. On passe son problème, on va à l'ascenseur. L'ascenseur arrivait. Et puis nous sommes montés alors au 4e étage où Svetlana était à nous attendre. On s'est embrassés cordialement. La table était somptueusement servie avec du caviar. Et
On est passé dans le salon pour boire le coup de la retrouvaille, si vous voulez, le coup des retrouvailles. Comme tous les soviétiques que j'ai connus, Vetrov aimait boire. Il avait d'ailleurs une fontaine à vodka chez lui, ce qui était assez rare, ça, j'ai jamais vu ça, qui contenait au moins 2 litres. Et alors on se servait directement au robinet. Ça allait plus vite, vous voyez. Et c'est au cours du repas que... il a repris son leitmotiv. Tu sais, Jacques, je n'ai pas oublié ce que tu as fait pour moi. Et un jour viendra où je te paierai ma dette. Et Svetlana opinait de son côté en disant oui, il le fera. Les Vetrov et Prévost se reverront régulièrement. Ils sortiront dans les meilleurs établissements moscovites et deviendront vraiment des amis. Vetrov a l'impression de végéter, de ne pas pouvoir grimper jusqu'au poste qui lui donnerait droit à la limousine avec chauffeur. C'est alors qu'une bonne nouvelle surgit. Le KGB l'envoie en poste au Canada. Vetrov retrouve enfin l'Ouest, le terrain et les bonnes petites affaires. Mais il a affaire à un intendant qui, lui, ne rigole pas. Il était toujours saoul. Il buvait dès le matin. Il conduisait en état d'ivresse. Il avait tout le temps des accidents. Comme j'étais responsable des voitures de la mission commerciale, je devais régler ses réparations, ses contraventions. Sur 9 réunions de cellules du parti, il en a raté 4. Vous vous rendez compte, 4 ? Manquer ainsi à la discipline du parti, c'est assez grave. Au bout de 9 mois, on l'a renvoyé au pays. J'ai pu souffler quand il est parti. J'ai pas eu l'impression de rentrer au pays natal, mais en prison, pour plus jamais sortir, même comme touriste. Sur le plan opérationnel, ma carrière était finie. D'autres avaient des protecteurs, moi non. Dans une bureaucratie soviétique, comment grimper sans protecteur? Невозможно. Le KGB ne semble pas en vouloir pour autant à son officier. Il est nommé chef adjoint du département information et analyse de la direction T. Celle-ci est responsable de l'espionnage scientifique et technologique à l'étranger. Vetrov est ainsi en prise directe avec la demande et le recueil de renseignements concernant les armements sensibles, du nucléaire au laser, des sous-marins à la balistique. Il brasse et synthétise les rapports des résidences du KGB dans le monde entier. Une place de choix. Mais selon lui, c'est un placard. Le fait qu'il soit bien payé, ainsi que sa femme qui travaille aux musées nationaux, ne change rien à son insatisfaction. Il commence alors à s'intéresser à une employée du bureau des traductions. Tromper Svetlana lui était déjà souvent arrivé, mais le jour où il apprend que sa femme adorée a une liaison, le ciel lui tombe sur la tête. C'est comme une fuite, une dérive. Il éprouve un besoin de campagne. Il achète une datcha abandonnée, s'y réfugie à la moindre occasion.
Après les vacances d'été, de retour à la direction T, il se jette dans le travail. Espérant se valoriser aux yeux de sa direction, il écrit un rapport sur le fonctionnement du service. Le KGB crève d'obésité. Le favoritisme conduit à des recrutements en surnombre. C'est le règne des médiocres. Un chef pardonne la faute d'un subordonné. De cette manière, il se crée un obligé, car en échange, le subordonné accepte les déficiences de son chef. Ce panier de crabes maintient le peuple dans la misère. L'URSS, c'est le Congo avec des fusées. Bien sûr, je n'ai pas écrit tout ça, sinon c'était le goulag. Je suis resté purement technique. Mon rapport, ils l'ont rangé dans un tiroir. Mon avenir était bouché. Les promesses de promotion s'éternisaient. Il ne bougeait pas de son grade de lieutenant-colonel. Il avait l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur, que tout le monde le croyait fini, à commencer par sa femme. Cela le faisait boire davantage. Il convoite maintenant sérieusement Ludmila, cette traductrice qui travaille à des documents top secrets. Il la connaît pourtant depuis longtemps et ne s'est jamais intéressé à elle. Mais ce soir-là, une idée germe dans sa tête. Une idée double. Celle d'une liaison et celle d'une trahison. Ce soir-là, il larguait les amarres. Vetrov écrit à son ami Jacques Prévost qu'il sait être un agent de la DST. Il confie cette lettre à un parent qui va en Hongrie afin qu'elle y soit postée. Il double cet appel auprès d'un exposant français dans un salon industriel à Moscou. « Appelez ce numéro à Paris, lui dit-il, c'est une question de vie ou de mort. » Prévost répond à l'appel de son ami et le rencontre à Moscou. Il arrête la voiture et il sort de sa poche de veston une liasse de papier qui me dit « Tiens, tu leur donneras ça. » Alors, tu donnerais ça à qui? Mais tu sais bien, à tes employeurs. Je feuillette rapidement et ce que j'avais, c'était déjà de la dynamite. Hein. C'était déjà des documents classés ultra secrets. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en veux pas de tes trucs là. Si, tu leur donnes ça. Mais à qui veux-tu que je donne ça? Mais tu sais bien, tu donnes ça à la DST. Et tu leur diras aussi que je voudrais avoir quelqu'un en permanence à Moscou à qui je pourrais m'adresser facilement. J'ai découvert un traître à son pays. De retour à Paris, Jacques Prévost transmet les documents au contre-espionnage. Pour la DST, c'est quelque chose d'extraordinaire qui leur tombe dans les mains. Hein. Nart ne pas le russe, il me demande tout de suite ce que ça contient. Je lui fais un petit résumé. Tout de suite, alors il entre en transe. Là, Nart est au 7e ciel, il m'écoute plus, se précipite sur le téléphone pour appeler je ne sais qui, en disant il faut immédiatement qu'on prenne des dispositions, etc. Un nom de code est attribué à l'affaire, Farewell, mot qui signifie adieu et qui donne le change comme si l'affaire était anglaise ou déjà classée. Le problème qui va se poser, c'est qui va aller à Moscou? De chez eux, personne ne peut aller à Moscou. Il faut connaître Moscou, il faut connaître les gens, etc. Or, il se trouve que j'ai à Moscou un bureau de représentation de la compagnie permanent. Et ce bureau est tenu par un de mes amis, monsieur le baron Xavier Amaï. Alors l'idée me vient de dire à Nart, peut-être quelqu'un qui pourrait se charger de lui remettre un message de ma part. Comme ça, il saura qu'on ne l'oublie pas. Pourquoi vous acceptez? Pour rendre service. L'innocence de mon mari servante de couverture. C'est amusant, en plus de ça. Et alors, avec Abeille, on concocte un petit message de la part de Jacques. Tout sera fait selon tes désirs. Tu l'appelles après 19h, tu lui lis ce message et rien d'autre. Hein? Vetrov lui donne rendez-vous le jour même.
Je lui ai dit tout de suite, la DST est prête à vous ouvrir les frontières si vous avez des difficultés. Et à ce moment-là, il me dit, mais non, ce que je veux, c'est travailler pendant quelque temps avec la DST. Mais moi, je ne suis pas de la DST. Alors lui ne me croit pas. Et il me présente un premier papier en français que je parcours. Je lui dis, oh, mais tout ça, on le connaît. Vous êtes bien gentil, mais enfin, vous repasserez. Il est très vexé, il m'a dit, mais la prochaine fois, vous aurez des choses beaucoup plus intéressantes. À la sortie du premier rendez-vous, j'ai cru qu'on entrait dans un roman policier. Je lui avais dit, c'est pas difficile, Xavier. Si vous faites quelque chose qui n'est pas normal, je fais mes valises et je rentre à Paris. On se rendait pas bien compte de ce qu'on allait lui demander. Au départ, on lui demande de rencontrer un type. Qui est en difficulté. Qui est en difficulté, c'est normal. Il aime rendre service et voilà. Mais alors après, il a proposé ça et on lui a demandé ça. Une semaine plus tard, Vetrov donne rendez-vous à Xavier May près du musée de Borodino, où Svetlana travaille, à 3 pas de chez lui. Il en voulait à mort de s'être fait dépasser par des gens inférieurs à lui. Avec une telle rancœur que c'en était presque maladif. Il dit, je trouve lamentable de chipper à l'étranger les renseignements, alors que nos ingénieurs pourraient très bien réussir la même chose. Il était tellement monté contre l'Union soviétique qu'il m'avait dit, puisque vous êtes dans un centre de recherche, citez-moi des sujets qui sont des impasses, pour que les soviétiques travaillent de temps en temps pour rien. Pour les leurrer, pour les tromper. Pour les tromper. Le samedi après-midi, nous allions très souvent au bureau parce que le tapissier s'était trompé et que je raccourcissais les rideaux qu'on avait fait faire. Madame May ne sait pas encore ce que trafiquait son mari. Lui non plus d'ailleurs. Ne lisant pas le russe, il aurait tout aussi bien pu photocopier des modes d'emploi de Radio Réveil. Il ne sait pas que ce qu'il duplique vaut de l'or. Les photocopies arrivent à Paris à la DST par la valise diplomatique. Ils se bouclent à double tour, la nuit, en dehors des heures de service. Ils ne sont que 3 ou 4 à savoir. Raymond Nart et son adjoint font les photocopies eux-mêmes avant de les remettre au traducteur. Il était parti pour fournir des documents pendant une longue période. Il m'avait dit toujours 3 ans. il considérait qu'il n'y avait pas de danger. Pourquoi les 3 ans? C'est parce qu'il était lieutenant-colonel et au bout de 3 ans, il passait colonel et il pouvait prendre sa retraite. Il ne vous a jamais demandé d'argent? Non, jamais. Il m'a simplement dit, j'aimerais, si ce faisait possible, quelques bijoux de fantaisie pour ma maîtresse. Lui, ce qui l'intéressait le plus, c'est le whisky. Et je lui fournis souvent du whisky. Ce jour-là, Vetrov lui avait remis 200 pages à rendre le surlendemain. Xavier May a dû mettre sa femme au parfum afin d'obtenir son aide. Au bout de 100 pages, j'ai trouvé qu'il y en avait suffisamment et ma femme était furieuse. J'étais furieuse, ça je reconnais, qu'il ne fallait pas continuer jusqu'au bout parce que démolir le KGB dont on souffrait tous, c'était quand même quelque chose d'important, non, à nos yeux. On avait l'impression qu'on allait sauver le monde. À Paris, on s'est aperçu qu'il manquait une 50aine de pages.
Et on a demandé à Vetrov de les avoir. Il a dit non, je ne peux plus les avoir. On me les donne une fois et après, une fois que c'est dans le coffre-fort, je n'ai plus la clé. Après quelques remises d'Amail, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réaliser. Mais c'est l'affaire du siècle. On a l'envers du décor, complètement, dans sa totalité. Les documents Farwell révèlent pour la première fois le fonctionnement complet du système de pillage des sciences et techniques de l'Occident. La tête de la pieuvre est la VPK. Cette commission dépend directement du Kremlin. Elle décline en plans quinquennaux et annuels les besoins technologiques de l'appareil militaro-industriel et elle lui restitue ce qui a été collecté à l'étranger. La VPK actionne le GRU, le renseignement militaire, partout présent dans les ambassades. Elle passe commande au KGB, service de sûreté de l'État, aspirateur suprême de renseignement avec ses centaines d'officiers espions et ses milliers d'agents de par le monde. Le KGB dirige en outre une succursale qui double la hiérarchie du comité d'État aux sciences chargé de la coopération avec l'étranger. Le KGB commande aussi toute une structure parallèle au ministère du Commerce extérieur. Le KGB entretient de faux savants qui squattent l'Académie des sciences et les congrès scientifiques internationaux. Le KGB place ses espions dans les organismes soviétiques présents à l'étranger, agences de presse, compagnies aériennes et maritimes, banques, groupes sportifs et corps de ballet. Le tout est maillé avec les services de renseignement des 6 pays frères d'Europe de l'Est. Cerise sur le gâteau, les prêts bancaires accordés par l'Occident à l'URSS subventionnent le développement de ce qu'elle a volé. Comme l'a dit Lénine, les capitalistes vont nous donner la corde qui servira à les pendre. Il était temps pour Raymond Hart de mettre au parfum son patron. Bon, faut que le patron voit ça. Marcel Chalet. J'ai tout de suite vu que c'était une affaire énorme, la plus grande émotion de ma carrière, en tout état de cause. Si nous avions eu le choix d'une source au cœur du dispositif soviétique le plus sensible, le plus dangereux pour la défense de l'Ouest, nous aurions voulu qu'elle soit précisément à l'endroit où se trouvait Farwell. J'ai compris qu'il fallait en parler immédiatement aux plus hautes autorités de l'État. Mais en même temps, j'ai pensé que, comme nous étions en pleine campagne présidentielle, il fallait attendre le résultat de cette élection pour savoir à qui le dire. À la DST, on continue à travailler dans le plus grand secret. On se dit aussi qu'on ne peut continuer à confier un tel filon à un amateur. Quand un mec reçoit des documents, il les amène à l'ambassade et les expédie par la valise diplomatique. Mais il a ses occupations professionnelles, il n'est pas toujours très libre. Il peut se passer 2-3 jours. Alors, que fait-il de ces documents? Il ne les quitte jamais, il les a toujours sur lui. Et la nuit, il les place sous son oreiller. Et une fois, il veut bénéficier d'un voyage organisé. Or, la veille, Vetrov lui remet un paquet de documents. Il voulait qu'on les laisse dans le coffre de la voiture. J'ai dit, mais vous êtes fous, ils regardent partout, ils rentrent partout. C'est vrai, Bon. Alors, nous sommes partis avec les documents sous le bras et on les a pas quittés une seconde de notre vision. Quand il allait aux toilettes, je m'asseyais dessus. Quand il allait déjeuner, je restais. Et vous avez quand même eu avec ces documents la plus grande frousse de votre vie quand vous avez passé la frontière à l'aéroport. Vous êtes rentré en France avec sur vous. Oui, avec dans ma serviette, il y avait un document d'une 20aine de pages. Je ne vais pas mettre ça dans ma valise parce que la valise est fouillée automatiquement. Je le prends sous le bras et puis je dirais au type non, qu'est-ce qui personnel, c'est tout. Et il ne m'a rien dit. Je suis passé. C'est la fois où j'ai eu le plus peur. On ne pouvait pas continuer à faire de l'équilibrisme avec des gens qui n'avaient aucune couverture diplomatique. Amail est donc remplacé par un professionnel, Patrick Ferrand, attaché militaire à l'ambassade de France à Moscou. Problème, avec ses 2 mètres de haut, Ferrand ne passe pas inaperçu. Cependant, les services soviétiques ne le pistent pas, estimant sans doute qu'il n'y a aucune chance qu'on puisse confier une mission de ce genre à une perche aussi repérable.
Le Français a fixé un premier rendez-vous sur la colline qui domine Moscou, un lieu très fréquenté. Et il propose d'effectuer les remises de documents ici. Pendant qu'il irait courir dans le bois, Vetrov glisserait les documents dans sa voiture par une vitre entrouverte. Il l'a récusé, il a dit, messieurs, la sécurité, ma sécurité, c'est moi qui l'assure. Si je suis surveillé, je le saurai, et vous ne m'embêtez pas avec ça. Donc, on a pris le parti de faire ce qu'il souhaitait. Vetrov savait bien que le personnel de l'ambassade de France n'était pas surveillé tout le temps. C'était encore plus vrai pour les femmes des diplomates. Alors Vetrov propose aux Français, un homme marié, la remise des documents directement à sa femme, dans un marché où elle avait l'habitude de faire ses courses. Paris accepte cette solution pour le moins insolite. Si on vous avait demandé de le faire, vous l'auriez fait? Oui. Oui, Vous l'auriez laissé faire? Oh oui. Vous n'aviez pas peur? J'avais le sens du danger. Forcément, c'est le métier. Mais la peur, non. Je savais ce que je faisais. C'était comme conduire vite. Cette sensation dans les virages en dérapage contrôlé. Quelle jouissance. Sa liaison avec la traductrice s'est nouée. Au nom de sa curiosité personnelle et professionnelle, il emprunte à Ludmila les documents secrets auxquels il n'a normalement pas accès. Un certain laxisme bon enfant règne au KGB. Les critiques à l'égard de la hiérarchie ou de la maison sont monnaie courante, mais elles se dissolvent généralement dans la vodka. À l'étranger, les défections d'officiers du KGB sont nombreuses. Mais à Moscou, Vetrov est le seul passé à l'acte. Pendant un week-end de permanence, il recopie sur un cahier d'écolier 422 noms d'espions et d'agents du KGB, avec CV, grade, adresse, téléphone, parmi lesquels 250 officiers chargés du renseignement technologique de par le monde, 57 taupes travaillant pour le KGB à l'Ouest et une bonne centaine d'agents, chercheurs, ingénieurs, cadres, archivistes qui renseignent le KGB. C'est une fourniture exceptionnelle. Nous n'avons plus besoin de faire d'efforts pour les identifier sur place. Nous avions les noms. Certains documents livrés par Vetrov permettent aux Occidentaux de savoir quels sont, parmi leurs systèmes de navigation ou de mise à feu, ceux qui sont connus des Soviétiques. Ils peuvent alors les modifier. Le volume des papiers livrés par le Russe à Madame Ferrand est devenu vite un problème préoccupant. Le diplomate devait les photographier chez lui dans sa salle de bain avant de les lui restituer. Ferrand a alors confié son Minox à Vetrov. Ainsi, il ne récupérait plus que des microfilms. Le Minox lui facilite la tâche. Il photographie de jour comme de nuit, avec des involtures, défiant le danger d'être vu. À Paris, à la DST, le tapis de documents est tel qu'on ne peut pas ne pas se poser la question. Et si c'était une vaste opération de désinformation, comme le KGB en a déjà concocté dans le passé? Tout naturellement, j'ai pensé à une manipulation possible, mais je l'ai exclu très vite. D'abord, il était inimaginable que le KGB ait recours à un personnage aussi tourmenté, désordonné, buveur de surcroît. Ensuite, on ne pouvait pas imaginer
que la France puisse servir de terrain d'appui à une opération qui visait essentiellement les États-Unis, dont la France était un allié indocile. C'est ce jour-là que le patron du contre-espionnage est introduit auprès de François Mitterrand. Celui-ci saisit tout de suite l'intérêt politique de l'affaire sur le plan militaire comme sur le plan intérieur. Moi, j'étais obnubilé par la crainte d'une fuite. Je lui ai dit qu'une affaire de ce genre nécessite un secret absolu, y compris au niveau gouvernemental, avec la présence de 4 ministres communistes, sachant que les communistes défendaient encore à ce moment-là systématiquement la politique extérieure de l'Union soviétique. Alors, j'étais dans mes petits souliers. Une affaire de ce genre nécessite aussi, étant donné la gravité des révélations touchant la sécurité des États-Unis, un contact très rapide à l'échelon le plus élevé pour informer les Américains. À la DST, on s'empresse de retraduire en anglais les morceaux les plus significatifs du dossier Farwell. Lors d'un sommet au Canada, Mitterrand met Reagan au courant, se rachetant ainsi auprès d'un partenaire offusqué par son alliance avec les communistes. Les Russes copient vos missiles, lui confie-t-il en tête-à-tête. Ils connaissent tout de votre réseau de protection radar. Ils connaissent même le système de sécurité électronique de la Maison-Blanche. Sur le coup, Reagan rigole, ne comprend pas bien ce que lui dit Mitterrand. Mais à la CIA et au Pentagone, on tombe des nues. J'étais dans mon bureau au Pentagone. Un officier des services secrets est venu me voir, m'a montré un document. J'ai été médusé par ce que j'ai vu. Je n'avais jamais rien lu de pareil. Cela montrait à quel point l'Union soviétique pillait notre technologie. Nous savions bien sûr que les soviétiques nous volaient, mais jusqu'à ce jour, je n'avais pas idée d'un espionnage aussi large et systématique. Il y avait des centaines de programmes. Et pour chaque programme, le budget alloué au détournement, les responsables de la collecte, les sources de renseignement aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Japon, en Suède. C'était comme un catalogue de la Redoute. Et lorsque nous leur avons expliqué quelle était la densité des contacts, ils étaient absolument effrayés. Je me souviens toujours de l'éclaterie en disant « mais c'est en dehors de toutes les règles ». On a dit « oui, c'est peut-être en dehors de toutes les règles, mais c'est ainsi que nous avons procédé ». Et on leur dit « mais alors, vous auriez fait comment ?» Et ils nous ont répondu « oh, surtout, il fallait rien changer ». Ça marchait. La CIA a remis aux Français un appareil photo minuscule à la James Bond. Il fonctionne avec une mise au point précise, déterminée par une aiguille pendue à un fil de 28 cm. Ce jour-là, Vetrov râle. Il se plaint d'avoir été lâché pendant 2 mois d'été. Ferrand lui annonce alors que Mitterrand a parlé de lui aux Américains. Quelle jouissance j'ai éprouvée. Les Américains savaient. Les officiers du KGB allaient devoir plier bagages là-bas. Ils étaient grillés. Je leur préparais de belles tombes ici, comme celle où ils ont cru m'enterrer. 70% du matériel qui nous a été donné concernait les États-Unis. Ils voulaient s'assurer à chaque fois que ce matériel allait bien aux Américains.
Vetrov va se mettre à fournir avec une frénésie renouvelée. Bientôt, on saura tout de la répartition des renseignements volés au profit des ministères, dont les intitulés bucoliques, ministère de la mécanique, des phénomènes électromagnétiques, de l'industrie chimique, de la balistique, recouvrent les fabrications de chars, de bombes, d'explosifs, de sous-marins, d'avions, de fusées. L'importance de ces livraisons contraste avec une désinvolture finalement payante. Un exemple. Lors de réception, Patrick Ferrand recommande à un gardien, ils sont tous informateurs du KGB, de bien surveiller sa voiture où se trouvent les documents livrés par Vetrov. Parce que, lui dit-il, elle abrite une caisse de bouteilles de cognac. Lorsqu'il ressort, il donne une bouteille au garde et il repart ainsi avec les documents secrets sans être inquiété. C'est à cause de cela que tout a si bien marché. Parce qu'il fallait absolument tromper l'ennemi qui ne nous attendait absolument pas avec des méthodes pareilles. Ce qui facilitait les choses, c'est qu'il n'y a jamais eu de négociation pour les fournitures. Vetrov ne réclamait pas d'argent. Farwell n'était pas un mercenaire. Tout le monde était étonné, n'est-ce pas, du budget qui a été consacré à cette affaire. Du budget dérisoire. J'ose à peine le dire, parce que si on devait mesurer l'importance de l'affaire aux sommes dépensées, on pourrait être enclin à rire. Ça nous a coûté en fait moins de 100 000 anciens francs. Moins de 15 000 euros si vous préférez. Tout compris. Tout compris. Notes de frais, repas oui. à Paris. Il n'y a pas eu de rétribution. C'est nous-mêmes, nous sentons un peu, je dirais presque un peu gênés. On lui a donné quelques sommes d'argent, pas très importantes. Oui, mais il espérait toucher plus quand il en aurait besoin plus tard. Une spécificité des services secrets français, quand ils récompensent leurs agents, c'est qu'ils sont assez ringards. Franchement radins. Il n'a jamais monnayé ses renseignements. Absolument pas. Ce qu'il demandait, c'était des petits cadeaux. Par exemple, il a demandé une écharpe. C'était quelque chose qui représentait l'Occident. Des magnétophones, peut-être des appareils photo, mais enfin ça je me souviens plus. Un manteau de fourrure qui a été acheté à Paris. Un manteau de fourrure synthétique. Destiné non pas à sa femme d'ailleurs, mais à sa maîtresse. Et puis de l'alcool qu'il utilisait pour faire parler ses collègues. Un jour, la peur s'emparera de Madame Ferrand, mère de 5 enfants, quand Vetrov déposera dans son panier un tout petit obus. Il nous reprochait de ne pas exploiter assez vite les documents qu'il nous transmettait. Et il nous disait à ce propos, par l'intermédiaire bien entendu de Patrick Ferrand, « Je vous donne du matériel, je vous donne du bon matériel. Je fais le maximum pour vous donner quelque chose qui puisse vous être utile. Il faut vous en servir, il faut leur faire le plus de mal possible. » À Paris, on est débordé par la quantité des livraisons. On estime aussi que la fréquence des contacts multiplie les risques. On décide donc de les interrompre pendant 2 mois. Ce que je vous donne ne vous intéresse pas plus que ça? Si, mais je dois rentrer. Je prends mes vacances de Noël. Des vacances de Noël? Oui. La défection de Ferrand l'a beaucoup traumatisé. Et à chaque fois qu'un Russe est traumatisé, qu'est-ce qu'il fait? Il boit. Что с вами? Все в порядке. Так, может, я помогу вам зашить пуговицу? Не-не, я сам делаю. Нет, дайте, я зашью. Я сам сделаю.
Ferrand le voit une dernière fois, Vetrov est arrivé ivre, le contenu du contact est inintelligible, et la seule chose qui a pu être retenue, c'est qu'il a dit « tout est foutu ». Tout est foutu. Depuis qu'il la soupçonne d'avoir deviné ses activités occultes, le torchon brûle entre Vetrov et Ludmila. Ce soir-là, il doit insister pour qu'elle accepte d'être raccompagnée.